Qu'est-ce que nous mesurons réellement, quand nous croyons mesurer le temps? Partie 2 sur 2. Commençons par donner ici, ce qui est très probablement la définition la plus fondamentale possible du temps. Le temps est la propriété fondamentale de la réalité qui permet aux activités de se produire, sans que cette propriété ne soit une activité elle-même. Cela demeure une définition approximative, mais notez qu'il n'existe de définition absolue pour rien, donc ceci n'est pas un problème concernant seulement le temps. Donc cela demeure une définition approximative, mais une définition claire néanmoins. Claire. À condition de ne pas jouer aux imbéciles et de consentir à l'effort conceptuel demandé. Non, la définition que nous donnons ici ne signifie pas que le temps serait une énergie fondamentale alimentant toute activité au sein du réel. Non, la définition donnée ne doit pas être interprétée comme si le temps était un mécanisme fondamental actionnant toute activité au sein du réel. Vous devez certainement faire un effort d'abstraction conséquent pour accéder à la compréhension correcte de la définition. Le temps n'est ni une énergie fondamentale de la réalité, ni un mécanisme fondamental de la réalité. Prenons le temps, comme dit l'expression. Prenons le temps de jeter un petit coup d'œil, mais un coup d'œil rigoureux, à ce qu'est la réalité. Il y a la réalité contingente, et il y a la réalité absolue. C'est quoi la réalité contingente? C'est, au sein de la réalité, toutes les formes possibles de la matière et de l'énergie. Une étoile est une forme de la matière-énergie. Un atome est une forme de la matière-énergie. Une émission de rayonnement radioactif depuis le noyau d'un atome est une forme de la matière-énergie. Un champ magnétique est une forme de la matière-énergie. Le phénomène de l'intrication quantique entre deux quanta est une forme de la matière-énergie. Et nous prenons toute cette variété d'exemples pour que la notion soit bien claire. Tout ce que vous pouvez vous représenter comme objet et comme phénomène est une forme de la matière-énergie. C'est cela la réalité contingente. Depuis les superamas de galaxies jusqu'aux plus infimes quanta énergétiques. Qu'est-ce que la réalité absolue? La définition que nous en donnons ici est très simple, c'est ce dans quoi la réalité contingente existe et se déploie, sans que ce contenant absolu ne puisse être ramené à son contenu contingent. Et nous n'avons aucune image inspirée des données factuelles pour illustrer cette idée. Et l'idée même de contenant, dans l'expression contenant absolu, ne doit pas renvoyer à l'idée commune de contenant, mais à l'intuition d'un principe de contenir qui n'a nulle limite. Si nous ne pouvons pas dire en quoi consiste concrètement la réalité absolue, étant donné que sa nature, quelle qu'elle soit, ne peut se réduire à aucune modalité de la matière-énergie, nous pouvons néanmoins identifier quelques-unes des propriétés fondamentales de la réalité absolue. Et peut-être qu'il n'en existe que deux. Qui fonctionnent, pour ainsi dire, simultanément, et qui existent, pour ainsi dire, depuis toujours. Étant consubstantielles, pour ainsi dire, de la réalité absolue elle-même. Nous répétons l'expression pour ainsi dire, pour faire remarquer que les expressions utilisées le sont à titre indicatif, et non à titre descriptif. La réalité absolue se caractérise ainsi, au moins, par deux propriétés fondamentales. La propriété fondamentale appelée l'espace, qui permet à la matière-énergie d'exister au sens d'être inscrit à l'état brut et immédiat dans l'ordre du réel. Mais cette propriété fondamentale appelée l'espace, n'est pas une modalité de la matière-énergie. Et la propriété fondamentale appelée le temps, qui permet à la matière-énergie de déployer de l'activité. Sans que cette propriété fondamentale appelée le temps ne soit elle-même une activité de la matière-énergie. Les deux propriétés concernées sont éternelles, puisqu'elles sont consubstantielles de la réalité absolue. Et elles travaillent de manière indissociable. Tout en étant des propriétés absolument distinctes l'une de l'autre. L'indissociabilité fonctionnelle ne signifie pas identité de nature. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que deux choses fonctionnent toujours ensemble, qu'il s'agit nécessairement de la même chose. Quand nous parlons habituellement du temps, dans nos expressions culturelles, est-ce que nous sommes sûrs de parler du temps absolu, c'est-à-dire de la propriété fondamentale de la réalité, qui permet aux activités de se produire? En fait, nous ne parlons jamais du temps absolu. Jamais, jamais, jamais. Quand une activité se produit, elle se produit fondamentalement parce que le temps absolu le lui permet. Si vous pouvez comprendre correctement cette expression, toute activité est inscrite dans le temps absolu. Sans que le temps absolu ne soit lui-même une activité. Le fait qu'une activité soit inscrite dans le temps absolu, donne à l'activité certaines propriétés. Ces propriétés sont celles de l'activité, acquises en raison de son inscription dans le temps absolu. La plus remarquable de ces propriétés appartenant à l'activité, c'est la propriété de durée. C'est la plus remarquable, et on peut même dire que c'est la propriété relative première, entendez, c'est la propriété la plus immédiate qui apparaît au sein de l'activité, parmi toutes les propriétés qui apparaissent au sein de l'activité en raison de son inscription dans le temps absolu. La réalité absolue est infinie et éternelle. L'infini est le concept d'éternité appliqué à l'espace, tandis que l'éternité est le concept d'infini appliqué au temps. Ce sont deux aspects du même concept, l'absolu. Ce qui ne saurait se relativiser en aucune manière. C'est parce que les activités sont inscrites dans le temps absolu, qu'elles acquièrent nécessairement la propriété de durée. Et encore une fois, le temps absolu n'est pas lui-même une activité. Essentiellement, qu'est-ce qu'une activité? C'est le déploiement dynamique. Quelque déploiement dynamique que ce soit. C'est le déploiement dynamique de quelque modalité de la matière-énergie.
Supposons que nous puissions identifier un déploiement dynamique spécifique au sein d'une modalité de matière-énergie. Ce déploiement aura une durée. Toute définition de ce que pourrait être la nature de la propriété de durée suppose une intuition immédiate de ce qu'est le temps absolu. Et peut-être que c'est dans ce texte que vous apprenez pour la première fois quelle est la définition la plus approchante de ce qu'est le temps absolu. Et donc quelle est la définition la plus approchante de la teneur de l'intuition immédiate que vous avez du temps absolu. Qu'est-ce que la durée? C'est ce que le temps absolu met, crée, fait exister. Ne soyez pas prisonniers de la limite des mots ici. Ce que le temps absolu met entre deux points d'une activité spécifique au sein d'un système spécifique de matière-énergie, afin de distinguer ces deux points selon sa nature, nous parlons de la nature du temps absolu, quelle que soit cette nature. Une définition essentielle de ce qu'est la durée, ne nous permet pas, c'est le nous de la partie de l'humanité ayant les compétences pour faire des choses poussées en ce domaine. Ne nous permet pas de tirer parti de toutes les possibilités d'application de ce qui pourrait constituer une connaissance de la durée. Nous avons besoin d'une définition conventionnelle de la durée, davantage que d'une définition essentielle. Et qu'est-ce qu'une définition conventionnelle de la durée? Prenons deux sabliers, S1 et S2, physiquement identiques. C'est-à-dire même matériaux, même structure, même poids, etc. Mettons ces deux sabliers dans la même disposition géométrique, puis laissons le sable se vider dans un étage pour se transférer complètement dans l'autre étage. Nous remarquons que l'activité du sablier S1 a la même durée que l'activité du sablier S2. Nous venons de nous doter d'une unité de durée. Appelons-la le sablion. Si nous nous munissons de 10 sabliers, et que nous enclenchons l'activité de S2 juste quand celle de S1 se termine, puis l'activité de S3 juste quand celle de S2 se termine. À la fin de l'activité de S10, nous aurons mesuré une durée de 10 sablions. Maintenant, mettons au point un mécanisme ingénieux qui permet d'enclencher l'activité de S1 quand se termine l'activité de S10, et plaçons tout ça dans un bel emballage stable. Eh bien, nous venons d'inventer un compteur permanent de sablions. Et avec ce compteur permanent, nous pouvons mesurer des durées d'autant de sablions que nous voulons, en comptant le nombre de renouvellements du circuit de S1 à S10, à partir de n'importe quel top de départ. Nous considérons qu'en l'absence d'une quelconque perturbation de nos compteurs permanents de sablions, ceux-ci demeurent stables et permettent de mesurer toujours la même unité conventionnelle de durée, le sablion. Pour mesure, RER la durée de n'importe quelle autre activité pour n'importe quel autre système de matière-énergie, nous avons juste à nous tenir à côté d'un compteur permanent de sablions, et de compter le nombre de sablions qui ont été décomptés entre deux points voulus de l'activité que nous voulons mesurer. C'est ainsi que nous pouvons mesurer le nombre de sablions que représente. Par exemple, un tour de la planète sur elle-même, un tour de la planète autour du Soleil, la durée, en sablions donc, d'une tempête donnée depuis sa formation jusqu'à sa dissipation, etc. Puis, dès lors que nous maîtrisons la mesure des durées des activités, nous pouvons construire aisément la notion d'âge. Et ainsi mesurer aisément l'âge d'une personne, l'âge d'un bâtiment, l'âge d'une forêt. Qu'est-ce qu'un âge? Nous devons d'abord définir un système de matière-énergie d'une manière un peu plus spécifique, ceci est un bâtiment, ceci est une personne, ceci est un pays, etc. Et nous devons considérer un système de matière-énergie comme une activité en lui-même. Plus précisément, un système de matière-énergie est l'ensemble des activités qu'il peut générer. Et cette définition est fonctionnelle, elle n'est pas essentielle. À partir de là, nous pouvons mettre au point différentes façons de mesurer l'âge d'un système. L'une des manières, c'est de dire, connaissant les durées types des activités consécutives de telle ou telle nature caractérisant ce système, considérant la quantité de traces caractéristiques que nous pouvons trouver dans ce système, combien de sablions pouvons-nous compter à partir de la naissance de ce système, jusqu'à l'instant immédiat de la mesure? Et c'est comme ça qu'il est possible de mesurer l'âge des choses qui existent bien avant que nous ne soyons nés, et bien avant que nous n'ayons mis au point des compteurs permanents de sablions. La question de la mesure de l'âge possède ses propres subtilités, mais le fondement de ce qui permet de mesurer les âges, c'est la maîtrise des compteurs permanents de sablions, pour rester dans notre exemple. Et donc la maîtrise de la mesure primaire des quantités de sablions. On dit, la maîtrise de la mesure des durées. Donc à partir de la maîtrise de la mesure des durées, on peut maîtriser la mesure des âges. Et on peut aussi maîtriser la mesure des vitesses. Qu'est-ce qu'une vitesse, fondamentalement parlant? C'est la durée que met un phénomène donné, pour se propager d'un point P1 à un point P2 distant de tant d'unités d'espace, et le travail de définition conventionnelle de la distance, suit le même modèle général que celui de la définition conventionnelle de la durée. La vitesse est donc fondamentalement une mesure de durée, par rapport à la distance. À partir de la maîtrise de la mesure des vitesses, on peut construire la mesure des accélérations. Qu'est-ce qu'une accélération? La définition la plus simple nous dit qu'une accélération est l'augmentation de la vitesse par unité de durée. Par exemple, de 0 secondes, sablion à 10 sablions, la vitesse d'un objet était de 10 mètres par sablion. C'est-à-dire que l'objet était en dynamique de parcourir 10 mètres sur la durée d'un sablion. Si la vitesse reste la même de 10 sablions à 20 sablions, on dit que la vitesse est constante. Et qu'il n'y a pas d'accélération, donc l'accélération est égale à 0.
Il y a une accélération si par exemple, au lieu de rester constante, la vitesse de l'objet passait de 10 mètres par sablion à 20 mètres par sablion. On parle d'accélération quand la vitesse augmente au fil du décompte des sablions, et on parle de décélération quand la vitesse diminue au fil du décompte des sablions. Toujours à partir de la maîtrise de la mesure des durées, on peut construire la mesure des rythmes et donc la mesure des fréquences. Au sens classique, les notions de rythme et de fréquence sont exactement synonymes. Prenons un compteur permanent de sablions, et spécifions un intervalle de 10 sablions par exemple. Puis intéressons-nous à un phénomène qui consiste en la répétition d'une activité caractéristique, ou en la répétition d'un cycle caractéristique d'activité. Combien de fois cette répétition a-t-elle lieu sur la durée de 10 sablions? La réponse à cela nous donne le rythme du phénomène, ou la fréquence du phénomène. Quand nous croyons mesurer le temps, ce que nous mesurons en réalité, ce n'est jamais le temps absolu, car le temps absolu n'est pas une activité. Ce que nous mesurons en réalité ce sont des durées, à partir de la définition d'une durée conventionnelle. Nous pouvons construire cette durée conventionnelle comme nous voulons, la seule contrainte est de le faire à partir d'une activité dont la durée sera aussi strictement identique que possible dans tous les systèmes physiquement identiques au sein desquels cette activité a lieu. De sorte que nous puissions construire des compteurs permanents de cette unité de durée. Des compteurs aussi stables que possible en l'absence de toute perturbation significative. Et à partir de la maîtrise de la mesure des durées, nous pouvons construire des mesures plus complexes, les âges, les vitesses, les accélérations, les décélérations, les rythmes, les fréquences. Et bien d'autres choses encore dérivant de quelques constructions à partir de l'élément fondamental d'une durée conventionnelle. Prenons un compteur permanent de sablions, que nous conservons à l'abri de toute perturbation. Et nommons-le horloge 0 horloge 0. Et prenons deux systèmes qui sont physiquement identiques à la base, un système S1 et un système S2. Disons ceci, dans les deux systèmes, dans leur état de base au sein duquel leur identité est encore vraie, au sein duquel il est encore vrai qu'ils sont physiquement identiques, un phénomène donné, nommé P, caractérisant chacun des deux systèmes, est décrit comme ayant la fréquence 10 occurrences par sablion. Le phénomène P de S1 possède donc la même fréquence que le phénomène P de S2. Soyez très attentifs à ce qui va suivre, et prenez soin de bien relire au besoin. Dans chacun des deux systèmes, il y a une horloge. L'horloge de S1 et l'horloge de S2. Qui sont, à la base, parfaitement synchronisés avec l'horloge 0. Prenons le système S1, et soumettons-le à une perturbation systémique qui aura pour résultat de modifier la fréquence du phénomène P de S1 quand on la mesure avec l'horloge 0. Avant de soumettre le système S1 à la perturbation, la fréquence du phénomène P de S1 était de 10 occurrences par sablion, selon l'étalon de sablion de l'horloge 0. Mais après perturbation, ou sous la perturbation, la fréquence du phénomène P de S1 se mesure maintenant à 20 occurrences par sablion selon l'étalon de l'horloge 0. Mais, comme la perturbation est systémique, la mesure de la fréquence du phénomène P de S1 reste de 10 occurrences par sablion. Mais selon l'étalon de sablion de l'horloge de S1. L'erreur qui est très tentante ici, c'est celle-ci, dire que le temps s'écoule plus vite désormais dans le système S1. Par rapport au temps de référence de l'horloge 0. Pourquoi serait-on tenté de croire que la vitesse du temps a changé? Au lieu de s'en tenir à la seule idée que la fréquence du phénomène P de S1 a tout simplement augmenté? Tout autour de nous, nous faisons l'expérience de phénomènes dont les fréquences augmentent et dont les fréquences diminuent. Certaines années par exemple, il y a une moyenne de 3 concerts par mois sur un certain territoire. D'autres années, cette moyenne sera peut-être de 1 concert par mois. Voire de seulement un concert tous les 3 mois. Et nous ne parlons pas, normalement, d'accélération du temps ou de décélération du temps. Nous disons seulement qu'il y a eu plus ou moins de concerts d'une année à l'autre. Bon, si nous sommes vraiment à la ramasse sur la question du temps, nous allons crier à un changement de la vitesse d'écoulement du temps, juste parce que la fréquence de certains phénomènes autour de nous aura changé. Dans le cas que nous avons évoqué ici, nous aurons vraiment la tentation de croire que la vitesse d'écoulement du temps a augmenté sur le système S1. Pourquoi? Parce que l'horloge de S1 s'est désynchronisée avec l'horloge 0. Et parce que la fréquence du phénomène P de S1 ne change pas si on la mesure avec l'horloge de S1. Tandis que le résultat de la mesure n'est plus le même avec l'horloge 0. Comme nous croyons généralement que les horloges mesurent le temps, alors une perturbation qui aura désynchronisé les deux horloges sera vue comme une perturbation ayant affecté le temps. Et nous nous mettrons à parler de temps propre pour chaque système. Au départ, le temps propre de l'horloge 0 et le temps propre de l'horloge de S1 seraient synchronisés. Mais après la perturbation, ces temps propres seraient désynchronisés. La racine de l'erreur vient du fait que nous avons oublié. Ou que nous ignorons sincèrement. Que rien ne mesure le temps. Les horloges mesurent seulement des durées, à partir d'une durée définie par R convention et qui représente la caractéristique d'une activité. Et seulement d'une activité. Les horloges. Les compteurs permanents de sablions. Ne mesurent pas et ne mesureront jamais le temps absolu. Elles mesurent seulement et mesureront toujours seulement des durées. Qu'est-il arrivé au système S1? Chaque système est doté d'une sorte de rythme fondamental qui affecte tous les autres rythmes de second ordre et au-delà, au sein de ce système.
Si une perturbation affecte de manière systémique un système, cette perturbation affecte donc le rythme fondamental de ce système. Y compris donc le rythme des compteurs permanents de sablions au sein de ce système. Le changement étant systémique, les rapports entre les rythmes de second ordre demeurent identiques, et vous ne pouvez pas vous rendre compte du changement de rythme fondamental en restant dans le système. C'est pourquoi la fréquence du phénomène P de S1 est toujours de 10 occurrences par sablion, quand vous la mesurez dans le système S1 avec l'horloge de S1. Pour vous rendre compte du changement, vous devez mesurer avec l'horloge 0 qui n'appartient pas au système S1, et qui n'a pas été affecté par la perturbation. Si nous faisons la même expérience avec le système S2, cette fois avec une perturbation inverse qui va aboutir à ce que la fréquence du phénomène P de S2 soit de 5 occurrences par sablion quand on la mesure avec l'horloge 0. Nous serions tentés de dire que la vitesse d'écoulement du temps a diminué dans le système S2. Nous serions tentés de dire que le temps a ralenti dans le système S2. Et l'erreur serait exactement la même. À un niveau fondamental, tout système de matière-énergie peut se caractériser par un rythme fondamental. Une fréquence fondamentale. Un battement fondamental. Qui conditionne les rythmes de second ordre et au-delà, au sein de ce système. Quand une perturbation quelconque affecte ce rythme fondamental, tout semble normal au sein de ce système. Et il faudra un point de comparaison extérieur pour se rendre compte que le rythme fondamental a changé. Au sein du système, peu importe le changement de rythme fondamental, toute mesure du phénomène P de S donnera toujours 10 occurrences par sablion. Avec n'importe quel bon compteur appartenant à S. Il existe des systèmes qui sont naturellement établis sur des rythmes fondamentaux différents des autres systèmes. Et au sein de ces systèmes, tout semble normal vu depuis la perspective interne du système, P de S se mesure toujours à 10 occurrences par sablion. Alors que le même P de S se mesurera peut-être à 100 occurrences par sablion avec l'horloge 0. Si vous avez bien compris tout ce qui précède, vous aurez compris qu'il est tout